Juste avant de commencer, une petite information sur le premier contrôle continu. Donc, on va le faire dans 15 jours. Attendez, je vérifie quand même pour être sûr de ce que je vous dis. 15 jours, ça fait... Le 19, c'est ça. Le 19. Donc, le contrôle continu, c'est simple, hein, ce sera un peu comme le petit test qu'on avait fait au début. Donc, une vingtaine de mots, expressions, phrases, encore de souligner. Et puis juste faire l'analyse, donc en termes de nature, fonction, quand les deux sont possibles, ou bien que fonction, quand il n'y a pas de nature spécialement déterminée, etc. Donc, quelque chose de très, très basique. Et l'examen, à la fin, sera un peu du même genre, sauf que ce sera que la moitié des points qui compteront comme avec des éléments soulignés, et l'autre moitié, les 10 autres points, ce sera sur l'analyse des subordonnées, hein, parce que ça, c'est un petit peu plus complexe, et voilà. Ce sera la seule différence entre le contrôle continu et l'examen. Alors, enfin, non, pardon, pas entre le contrôle continu et l'examen, entre le premier contrôle continu et le deuxième contrôle continu. Je le dis pour tous ceux qui ne sont pas là, parce que, qui écouteront l'enregistrement, il faut vraiment être présent au contrôle continu, sinon vous avez 0. Hein. Donc là, comme chaque année, hein, il y a à peu près à peine la moitié des personnes inscrites au cours sont présentes, parce que l'autre moitié regarde ça depuis son lit, ou depuis, je ne sais pas. Je le dis, alors pas pour vous, puisque vous êtes là, vous êtes assidus, donc vous serez là, mais pour les autres, dites-le à vos camarades aussi, il faut vraiment être présent. Hein. Sinon, si vous avez un certificat médical, si vous avez un emploi, etc., si vous avez obtenu une distance d'assiduité, là, vous n'avez pas 0, simplement ça ne compte pas. Mais dans tous les autres cas, vous êtes obligé de compter comme ça. Hein, donc, faites attention à ça. Alors, oui, vous en prie. 2 contrôles continus. Oui. Non, 2 contrôles continus, c'est tout. Ah. C'est du contrôle continu intégral. D'accord. Contrôle continu intégral, il y a 2 contrôles continus. C'est pour cette raison que le dernier contrôle continu, c'est le dernier cours en fait, de l'année au mois de décembre, enfin juste avant les vacances, le dernier cours juste avant les vacances. Et là, c'est fini. Vous n'avez pas d'examen, vous pouvez rentrer en Espagne la semaine d'après. Enfin, je dis ça, vous n'êtes pas tous concernés, mais quand même une bonne partie d'entre vous. Voilà, il n'y a pas les examens de janvier comme il y en a en licence. D'accord. Tout le master, une firme française, et peut-être bien dû faire aussi, nos masters sont organisés en contrôle continu intégré. Voilà. Alors, je reprends le cours. Donc maintenant, on avait parcouru l'ensemble des fonctions, finalement, tout au moins vraiment les principales. Il en manque très très peu. Hein. Je rappelle qu'on avait vu les fonctions au niveau de la phrase, donc qui sont la fonction sujet, la fonction complément circonstancielle, et puis ensuite les fonctions à l'intérieur des différents groupes. Donc les fonctions complément, le mot d'objet direct et indirect à l'intérieur du groupe verbal, ainsi que la fonction attribut du sujet. Et puis dans le groupe nominal, la fonction épithète, la fonction complément du nom. C'est vrai, je me souviens qu'on avait dit qu'on faisait un petit point sur comment ça fonctionne en espagnol. Hein. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder, mais éventuellement, parce que j'avais proposé à celles ou ceux qui auraient le temps de préparer de faire un petit exposé rapide sur le traitement des compléments dans l'analyse des éléments du groupe verbal, tout le système des compléments et la différence avec l'analyse dans la grammaire française. En espagnol. Donc, on ne va pas le faire aujourd'hui, mais si vous avez le temps, certaines d'entre vous ont eu le temps de préparer 1 ou 2 diapositives sur ce sujet, on pourra le faire la semaine prochaine. Alors, une fois qu'on maîtrise l'ensemble des fonctions, il manque quelques fonctions, il manque simplement dans les fonctions importantes, tout ce qu'on a vu là, la fonction apposition, on verra un petit peu après, et puis l'attribut COD aussi, hein, qui sont des fonctions, mais qu'on n'est pas obligé d'introduire tout de suite. J'avais proposé un exercice, on ne va pas le refaire, puisqu'il a pu le corriger dans l'enregistrement,
à partir d'un texte de Gracq, ou tout au moins d'après Gracq, et simplement le but c'était d'analyser toutes les fonctions. Hein. Donc simplement je rappelle, juste pour montrer la méthode, que dans un exercice de ce type-là, on prend le premier élément. Vers la fin de décembre, la première neige tomba. Alors il y a d'abord les fonctions au niveau de la phrase, hein, donc avec le groupe circonstanciel vers la fin de décembre. Et puis, la première neige, c'est le groupe sujet, tomba le groupe verbal. Voilà, donc le premier niveau d'analyse, c'est le niveau de la phrase. Hein. Et puis ensuite, on entre dans les fonctions au niveau des groupes. Donc, par exemple, là, le groupe sujet, il se trouve que c'est un groupe nominal, la première neige, donc on a première épithète de neige. Et puis c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire en termes de fonction sur cette phrase. Ensuite, quand Grange ouvrit les yeux, un jour blanc et sans âge emplissait la chambre. Donc, il y a les fonctions au niveau de P, donc le complément circonstanciel quand Grange ouvrit les yeux, un jour blanc et sans âge, le groupe sujet, emplissait la chambre, le groupe verbal. Et ensuite, pareil, on entre dans les fonctions, dans les groupes, inclus dans P. Donc, le groupe circonstanciel, c'est le subordonné, hein, quand Grange ouvrit les yeux. Donc, à l'intérieur, il y a une structure P, Grange ouvrit les yeux, donc groupe sujet, Grange, groupe verbal, ouvrit les yeux. Et dans ce groupe verbal, ouvrit les yeux, il y a les yeux qui est COD de ouvrir. Et quant au groupe sujet, hein, quand Grange ouvrit les yeux, un jour blanc et sans âge, vous remplissez la chambre. Le groupe sujet, c'est un groupe nominal, un jour blanc et sans âge. Donc, on a blanc et sans âge qui sont épithètes. Emplissez la chambre. Alors, j'ai oublié un élément ici, il faudrait dire, dans le... Ouvrez les yeux, c'est des nouveaux. J'ai oublié, il manque là, emplissez la chambre, COD de emplissez. Voilà. Bon, je ne vais pas refaire tout l'exercice, mais c'est un exercice pour vraiment insister lourdement sur cette question de la hiérarchie des fonctions. Il y a les fonctions au niveau de la phrase, et ensuite il y a les fonctions à l'intérieur des groupes. Ça qui est important. Alors, une remarque aussi, c'est que le texte sur lequel j'ai proposé l'exercice est en fait une adaptation du vrai texte de Julien Gracq. Et vous voyez, le texte d'origine dit « Ce fut vers la fin de décembre que la première neige tomba sur l'Ardenne ». Alors moi, j'ai mis « vers la fin de décembre, la première neige tomba ». Pourquoi j'ai fait cette simplification? Parce que « ce fut que », ça complique terriblement la structure de la phrase, parce que c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est une structure de mise en relief, et donc ça, c'est pas analysable avec des outils de base de la grammaire scolaire. Sur l'Ardenne, je l'ai laissé tomber parce qu'il y a un problème de frontière entre est-ce que c'est un complément circonstanciel, un complément du verbe, donc ça complique un peu, je ne voulais pas focaliser la discussion là-dessus. Donc, c'est simplement, et donc vous pourrez comparer, vous regardez, il y a plein de petites différences. C'est la façon, je trouve, la plus commode d'adapter au fond des textes d'auteur à ce qu'on veut faire. Quand vous voulez fabriquer un exercice à partir d'un texte, il faut quand même nettoyer le texte de tout ce qui est parasite, de toutes les complications que vous ne voulez pas étudier et qui vont brouiller les pistes. Hein. Ce qui veut dire inversement qu'on ne peut pas faire de la grammaire sérieusement à partir comme ça de n'importe quel texte. Parce que si on prend n'importe quel texte, même si c'est simple, il peut y avoir des structures. Je veux dire, même si c'est simple, même si c'est un texte pas compliqué lui-même, les structures de phrases, certaines structures très ordinaires, sont compliquées à analyser. Alors ensuite, c'est toute la question de la proposition et de la phrase complexe. Donc ça, je rappelle brièvement aussi, ce qui m'importe sur ce sujet, c'est la question des inclusions, des imbrications, des structures. Donc, vous avez deux phrases simples, il y a une seule proposition, phrase complexe, il y a plusieurs propositions. Plusieurs propositions, ça veut dire quoi? Ça veut dire plusieurs fois la structure GS plus GV plus G6. Une proposition, c'est ça. On pourrait dire une phrase. D'ailleurs, il y a des linguistes qui, au lieu de dire proposition, ils disent sous-phrase. En fait, c'est une phrase incluse dans une autre phrase. Et la tradition scolaire nomme la phrase incluse proposition. Donc c'est ambigu parce que là aussi, quand on a une phrase où il y a une seule proposition,
la phrase se confond avec la proposition, c'est la même chose. Donc on peut simplifier en disant proposition c'est inclus, mais à certains moments on est obligé de dire la proposition coïncide avec la phrase. Mais bon, c'est pas si compliqué. Et une fois qu'on a compris que la phrase complexe, c'est le cas où il y a plusieurs propositions, ben, il y a deux types de phrases complexes. Les phrases complexes dans lesquelles il y a vraiment une inclusion, c'est-à-dire ça c'est la subordonnée. Hein, la phrase intégrée est vraiment incluse dans la phrase intégrante en quelque sorte, tandis que dans le cas de la juxtaposition de la coordination, votre phrase complexe, elle est formée de deux phrases, deux structures de propositions sur le même plan. On va voir ça dans les schémas. Donc, par exemple, quand je dis le facteur, ici, le facteur distribue le courrier quand le jour se lève, quand le jour se lève, c'est une proposition subordonnée qui tient lieu de complément circonstanciel. Donc, c'est en fait, au lieu d'avoir, par exemple, le matin, je peux très bien avoir le facteur distribue le courrier le matin. À la place de le matin, j'ai quand le jour se lève. Donc, ça veut bien dire que cette phrase, le jour se lève, introduite par quand, la conjonction de subordination, elle est dans la structure de phrase, elle est intégrée dans la structure de phrase, comme le serait n'importe quel autre complément circonstanciel. Alors que là, quand je dis le facteur distribue le courrier et il aime son travail, j'ai une phrase depuis la majuscule jusqu'au point, hein, le facteur distribue le courrier et il aime son travail, et à l'intérieur de cette phrase sont incluses deux propositions sur le même plan. Le facteur distribue le courrier, d'une part, séparé par la conjonction de coordination et puis il aime son travail. Donc, c'est ça la chose importante à comprendre, la différence entre la juxtaposition coordination dans un sens, d'un côté, et subordination de l'autre. Je note quelque chose qui est très courant dans les textes littéraires, c'est qui est ni de la juxtaposition, ni vraiment de la subordination, c'est l'incise. Hein. Je comprends, dit-elle, il faut partir. Bon. Donc, ça, c'est un cas à part. Alors, il y avait un exercice que je vais commenter rapidement, donc parce que c'est comme ça, je trouve qu'on voit bien ces phénomènes de subordination, de juxtaposition. Donc, on prend la phrase, là, la première, « Elles se ressemblaient toutes, je m'ébattais dans un minuscule sanctuaire entouré de monuments trapus, antiques, qui m'avaient vu naître, qui me verraient mourir et dont la pertinence me garantissait un avenir aussi calme que le passé. » Donc, en fait, vous avez une première proposition, elles se ressemblaient toutes. Une virgule, donc juxtaposition, et ensuite une autre qui commence par « je m'ébattais » et qui va jusqu'à la fin de la phrase. Donc ces deux-là, elles sont juxtaposées. Et à l'intérieur de la deuxième, vous avez trois propositions subordonnées relatives. Les monuments antiques, trapus, qui m'avaient vu naître, qui me verraient mourir, dont la permanence. Tout ça, ces trois relatives, ce sont des expansions du nom monument. Hein, vous avez le groupe nominal dont le noyau est monument, qui comporte deux adjectifs, là, trapu, antique, et puis trois subordonnées relatives. Donc ça donne un schéma comme ça. Vous avez les deux propositions subordonnées P1, P2, les deux propositions juxtaposées P1, P2, et à l'intérieur de P2, les trois subordonnées relatives incluses. Dans le deuxième exemple, c'était je les touchais en cachette pour honorer les mains de leur poussière. Ensuite, vous avez mais, donc une juxtaposition, je ne savais trop qu'en faire, et une deuxième juxtaposition, donc avec une troisième proposition, j'assistais chaque jour à des cérémonies dont le sens m'échappait. Donc là, il y a une juxtaposition, mais à l'intérieur de la proposition P3 juxtaposée, il y a une subordonnée relative, dont le sens m'échappait. Et après, vous avez une quatrième juxtaposition, ici, hein, après les deux points, mon grand-père. Donc, puisque deux points, ça, c'est pas un signe de ponctuation après lequel on met une majuscule, hein, la phrase, elle ne s'arrête pas, elle continue à ce niveau-là. D'ailleurs, ça se sent dans l'intonation. Vous voyez, on va lire « J'assistais chaque jour à des cérémonies dont le sens m'échappait. »
mon grand-père, etc. Si c'était un point final, on dirait « j'assistais chaque jour à des cérémonies dont le sens m'échappait ». Mon grand-père, c'est pas du tout la même chose. Donc on a bien la juxtaposition. Et puis à l'intérieur, il y a une subordonnée, si maladroit que ma mère vous connaissez. Donc ça donne cette structure-là, cette fois-ci. 4 propositions qui sont dans une relation de juxtaposition de coordination. Peu importe la différence entre coordination et juxtaposition, c'est pas ça qui est important. Et à l'intérieur de la P3 et de la P4, la troisième et la quatrième proposition, vous avez une subordonnée, ici une subordonnée relative dont le sens m'échappait, et ici une consécutive, enfin on verra ça plus tard, si maladroit que ma mère vous connaissait. Le troisième exemple, c'est celui-ci. Donc, quelquefois, je m'approchais pour observer ces boîtes qui se fendaient comme des huîtres. Donc, ça, c'est une première proposition avec une subordonnée à l'intérieur. Coordination avec « et ». Je découvrais la nudité, etc. jusqu'à la fin de la phrase. Donc, une deuxième proposition qui est juxtaposée à la première, mais qui contient 2 subordonnées. Donc, ça, on voit on peut le figurer comme ça. Une première proposition avec une inclusion de la relative, et puis une deuxième proposition avec une double relative, ces 2 relatives qui sont elles-mêmes en relation de coordination. Parfait. Voilà, hein, donc vous voyez, on voit bien la différence entre inclusion de la subordonnée et, inclusion de la subordonnée dans la proposition dite principale, hein, dans le cas de la subordination, et puis dans le cas de la juxtaposition de la coordination, on a la phrase qui inclut les 2 propositions sur le même plan. Voilà. Bon. Alors ensuite, je poursuivais avec les types et formes de phrases. Donc, les 3 types de phrases, déclaratif, interrogatif, impératif, qui sont en fait des types pragmatiques. Hein. Ça veut dire ici, pourquoi on distingue type et forme, parce que les types de la phrase, c'est vraiment des choses obligatoires. Une phrase est obligatoirement soit déclarative, soit interrogative, soit impérative. Et c'est vraiment un type d'acte, c'est-à-dire déclaratif, l'acte, c'est juste vous dites ce que vous pensez est vrai sur quelque chose. Interrogatif, vous posez une question. Impératif, vous donnez un ordre. Voilà, ça c'est vraiment les actes précis. Et on ne peut pas les combiner. C'est soit l'un, soit l'autre. Alors que les formes, elles se combinent entre elles et elles se combinent avec les différents types. Vous voyez, par exemple, la forme négative, la négation, on peut l'avoir, elle mange des fraises avec un type déclaratif, elle mange des fraises, elle ne mange pas de fraises, avec une interrogation, le type interrogatif, avec terminé ou avec l'impératif, ouvrez la fenêtre, n'ouvrez pas la fenêtre. Pareil pour le passif ou l'exclamatif. L'exclamatif, on le classe bien dans les formes de phrases, parce que ce n'est pas obligatoire, l'exclamation. Ça s'ajoute au déclaratif, ou à l'interrogatif, ou à l'exclamatif. D'ailleurs, il y a des cas où on peut hésiter entre, voyez, avez-vous enfin terminé? Est-ce qu'on va mettre, si on est très énervé, on va mettre un point d'exclamation, et si c'est juste une interrogation, ben on met un point d'interrogation. Hein. Il peut y avoir une hésitation. Parfois, d'ailleurs, dans certains textes, on a les deux, hein, point d'exclamation, point d'interrogation. Voilà, je précise aussi que quand on pourrait dire forme positive, forme active, etc., par opposition à forme négative, forme passive. Mais en fait, on ne le dit pas, en général, parce que la forme non négative et la forme non passive sont considérées comme des formes de base. Donc, on donne une précision que dans le cas où on a négative ou passive. Voilà, c'est là-dessus que s'arrêtait l'enregistrement. Et la suite du cours, ce sont des précisions un peu plus techniques sur d'autres formes. Alors, par exemple, vous avez la forme emphatique. Alors, la forme emphatique, c'est ce qu'on appelle aussi parfois la mise en relief. Et il y a 2 procédés principaux qui sont l'extraction et le détachement.
et puis un troisième qui est la combinaison des deux. Alors, ce sont des choses très courantes, mais ils sont assez embêtantes à analyser, et en réalité, il faut vraiment traiter séparément. Bon, qu'est-ce que c'est que l'extraction? C'est quand on encadre quelque chose avec c'est que. Par exemple, vous partez de tu joues ta vie et vous voulez mettre en relief le CD, ta vie. Donc vous allez dire c'est ta vie que tu joues. D'accord? Ou alors, ton avocat pourra te conseiller, c'est ton avocat, là pour mettre en relief le sujet, c'est ton avocat qui pourra te conseiller. Donc, on voit bien que là, c'est que est une espèce de structure grammaticale qui va encadrer, pour le mettre en relief, un élément de la phrase. Comment on fait l'analyse de ce genre de phrase? Ce qu'il ne faudrait surtout pas faire, c'est de dire, par exemple, ici, j'ai une subordonnée relative que tu joues avec l'antécédent ta vie qui serait l'antécédent de que, ou alors dans c'est ton avocate qui pourra te conseiller, qui serait sujet de pourra et qui a pour antécédent avocate. C'est une analyse, c'est pas impossible de la faire. Mais en réalité, c'est très maladroit parce que le qui ne fonctionne pas tout seul. Et c'est vraiment la structure c'est qui ou c'est que. Donc, la solution dans ces cas-là, c'est d'enlever la structure d'extraction et ensuite d'analyser la phrase. C'est-à-dire que si vous avez une phrase comme c'est ton avocat qui pourra te conseiller à analyser, eh bien, ce que je vous propose de faire, c'est de dire c'est une phrase qui est obtenue avec une extraction du sujet, c'est que c'est la phrase ton avocat pourra te conseiller, où le sujet est subi une extraction ou est extrait par c'est que. Une fois que vous avez dit ça, il ne vous reste plus qu'à analyser la phrase ton avocat pourra te conseiller. Et là, vous analysez ton avocat, le sujet pourra te conseiller, le verbal. Donc, on enlève le procédé qui a compliqué la phrase, donc ça veut dire qu'on l'a analysé, et ensuite on analyse la phrase de base. Imaginez qu'on ait quelqu'un téléphone, et je dis c'est Pierre qui est toujours en retard. Quelqu'un qui vient d'appeler. C'est Pierre qui est toujours en retard. Et là, c'est plus du tout la même structure. Parce que je ne dis pas c'est Pierre qui est toujours en retard au sens de Pierre est toujours en retard et je mets en relief le sujet. Je dis juste que c'est Pierre qui appelle. Et je dis qu'en plus, il est souvent en retard. Donc, vous voyez, avec la même apparence c'est qui, on a parfois une structure d'extraction et parfois juste une introduction par c'est, hein, et puis oui. Est-ce que dans cette phrase, on aurait une virgule, c'est Pierre, virgule, genre en retard, parce que c'est en quelque sorte une appellation? Oui, oui, tout à fait. On aurait assez naturellement une virgule. Bon, alors ça c'est donc l'extraction. Ensuite, vous avez un autre moyen de mise en relief qui est le détachement. Donc, faire une espèce d'apposition, justement. Donc, à partir de le problème est que nous ne sommes pas assez nombreux, d'accord? Là, il n'y a pas de transformation de la phrase. Le problème est que nous ne sommes pas assez nombreux. Vous avez le gros sujet, le problème, et puis ensuite, le groupe verbal est que nous ne sommes pas assez nombreux, sauf que la particularité, là, c'est que l'attribut du sujet, là, que nous ne sommes pas assez nombreux, est une subordonnée répétitive. C'est une subordonnée. Bref. Si vous faites un détachement, vous allez dire le problème,
c'est que nous ne sommes pas si nombreux. Vous voyez, ça ne change pas grand-chose par rapport à le problème est que nous ne sommes pas assez nombreux, mais simplement, ça met quand même plus en relief le problème, c'est que nous ne sommes pas assez nombreux. De même, ton avocat pourra te conseiller, ton avocate, elle pourra te conseiller. D'accord ? Donc là aussi, plutôt si on a cette phrase, ton avocate, elle pourra te conseiller. Si on ne soustrait pas, si on n'enlève pas la structure de détachement, on est très embêté parce qu'on va dire c'est quoi le sujet de pourra. Alors, on va dire c'est elle, sujet de pourra, et puis ton avocate est apposé à elle. On pourrait tenter de faire cette analyse. Mais à mon avis, c'est moins bon comme analyse que de dire c'est un détachement à partir de la phrase ton avocate pourra te conseiller. Et puis ensuite on analyse ton avocate pourra te conseiller. Alors, quand on combine les deux, ça donne des choses comme ce que tu joues, c'est ta vie, celle qui pourra te conseiller, c'est ton avocate. On peut donc faire une forme emphatique par extraction, plus détachement. Bon, alors ça, évidemment, ce sont des choses un peu plus compliquées, mais c'est bon que les professeurs connaissent parce que, évidemment, il faut faire attention à ça si on ne veut pas parasiter des analyses basiques. Je veux dire, quand on est dans des situations d'apprentissage du français, la plupart du temps, on est amené à faire de la grammaire tout à fait élémentaire. Mais encore une fois, hein, je répète, cette grammaire tout à fait élémentaire, le but, c'est de développer un regard métalinguistique. Donc c'est important pour l'apprentissage, même si ce n'est pas très technique, mais c'est important d'avoir d'entraîner à cette distance métalinguistique. Par contre, il ne faut pas parasiter l'exercice par des complications inutiles. Donc, il vaut mieux éviter ces structures emphatiques. Plus simple, c'est la forme impersonnelle. Donc, c'est aussi une forme de phrase qui n'est pas obligatoire. Par exemple, un vent de panique soufflait, il soufflait un vent de panique. D'ailleurs, ça m'a fait penser, je suis désolé de l'association d'idées, mais on a été, tous un peu bouleversés par les problèmes qu'il y a eu en Espagne, à Valence, etc. Je sais que vous n'avez pas de famille, qu'il n'y avait pas trop de problèmes chez vous. Hein. C'est quand même un truc totalement incroyable. Bon, bref, pardon, je ferme la parenthèse. Donc, un vent de panique soufflait, il soufflait un vent de panique. Vous voyez, il y a une relation entre les deux. Ça m'a associé à la tempête. Là. Et effectivement, la panique, c'est ce qui a dû se passer. Ouais. Donc, attention, ça marche, on parle de forme impersonnelle uniquement quand on a les deux possibilités. Si vous dites il pleut, il pleuvait, c'est pas une forme impersonnelle, c'est juste un verbe qui est conjugué à la voix impersonnelle. D'accord ? Il pleuvait. Donc, on parle de forme impersonnelle quand quand on a deux structures possibles. Et puis là, bon, c'est un petit détail complémentaire dans cette diapositive sur le fait que si on a tout ça en subordonné, ça ne change pas la forme de la phrase. Hein. Si vous avez Alice redoutait qu'il souffle un vent de panique, la phrase n'est pas à la forme impersonnelle. Alice redoutait qu'il souffle un vent de panique. C'est la forme impersonnelle, elle est dans la subordonnée. C'est pas la phrase complète qui est de forme impersonnelle. Bien, alors il reste une chose à dire un peu dans les complications que les professeurs doivent connaître sans forcément envisager de les enseigner. Des choses très intéressantes, hein, au demeurant, et là, je ne donne qu'un tout petit aperçu sur la négation. En français, il y a deux types principaux de négation. La négation totale et la négation partielle. Donc la négation totale, elle porte sur le verbe, sur l'ensemble de l'énoncé. Elle fonctionne avec ne pas, ne point. Elle aime le cinéma, elle n'aime pas le cinéma. Là, c'est vraiment la contradiction logique. Les deux ne peuvent pas être en même temps, et c'est vraiment la négation de toute la phrase. Mais la négation partielle, elle porte sur un élément précis. Quand on dit personne ne l'a écouté,
c'est la négation de quelqu'un l'a écouté. D'accord? C'est pas du tout... vous voyez, la négation porte donc sur le pronom. Si je dis « rien ne changera », c'est la négation de « quelque chose changera ». Mais la négation partielle. Si vous faites la négation totale sur « quelque chose changera », ça va donner « quelque chose ne changera pas ». C'est pas du tout la même chose. Pareil ici. Si vous faites la négation totale de « quelqu'un l'a écouté », vous obtenez « quelqu'un ne l'a pas écouté ». Pas du tout pareil que personne ne l'a écouté. Hein? Nul n'est censé ignorer la loi, certains sont censés ignorer la loi, c'est la négation donc. Et sur un déterminant, aucun détail ne lui échappe, c'est la négation de certains détails lui échappent. D'accord? Oui. Oui. C'est correct parce qu'on dit que quelqu'un ne l'a pas écouté. Bien sûr, mais ça ne signifie pas la même chose. Quelqu'un ne l'a pas écouté, ça ne signifie pas la même chose que personne ne l'a écouté. Ouais. Ne l'a pas écouté. Personne ne l'a écouté, pardon. C'est quand même correct. C'est pas très naturel, effectivement. Quelqu'un ne l'a pas écouté. Il faudrait supposer un contexte. On désigne quelqu'un, on fait le... Oui, je sais pas, vous êtes un professeur, vous avez bien expliqué un truc en cours, vous regardez les copies et vous voyez qu'il y a une erreur, il y a une copie où voilà, vous dites quelqu'un n'a pas écouté ce que j'ai dit, par exemple. Mais c'est vrai que c'est pas forcément très naturel. Mais ce qu'il faut comprendre, évidemment, c'est que ça permet des subtilités dans la négation. Et on trouve d'ailleurs souvent des maladresses dans les sages, dans les français primaires, sur ces négations. Pas toujours possible d'utiliser toutes les sortes de négations. Alors, il y a aussi, ça je ne l'ai pas noté ici, le fait que, en principe, une double négation équivaut à une affirmation. Hein. Par exemple, alors, ouais, juste après, je crois je dis un mot. Ah oui, parce qu'il y a encore. Je vais le dire après, la double négation. Ah bah oui, j'en parle d'ailleurs. Là. Donc, il y a aussi les négations, oui, ce n'est pas terminé. La négation partielle peut porter aussi sur un adverbe. Elle ne travaille guère, c'est la négation de elle travaille beaucoup. Alors là, effectivement, la différence entre la négation totale et la négation partielle est assez faible, parce que la négation de elle travaille beaucoup, c'est elle ne travaille pas beaucoup. Alors là, trouver une nuance entre elle ne travaille pas beaucoup, elle travaille guère, c'est très proche quand même. Par contre, en revanche, si on dit elle ne travaille jamais comme négation de elle travaille toujours ou sans interruption, hein, là, si je fais une négation totale, elle ne travaille pas toujours, là, c'est pas du tout la même chose que de dire elle ne travaille jamais. Elle ne travaille pas toujours, elle ne travaille jamais. Elle ne travaille plus, la négation de elle travaille encore. Alors là, si on met la négation, ça complique un peu les choses, elle ne travaille pas encore, ça veut dire c'est tout autre chose. Bien, alors, en dehors de négation totale, négation partielle, on a aussi la négation dite exceptive, avec ne et que. Alors ça, évidemment, c'est un peu particulier, parce que c'est une négation, mais c'est pas évident de voir où est la négation. Parce que si vous dites, par exemple, « je n'aime que les films français », ça ne veut pas du tout dire que vous n'aimez pas les films français. Hein? Ne que. Donc, je n'aime pas les films français, ça veut dire j'aime les films français. Hein? Donc pourquoi on parle de négation? Il y a un ne. Bon, donc ça veut dire qu'il y a une négation quelque part. Alors la négation, on peut la faire apparaître quand on dit je n'aime que les films français. Certes, ça veut dire j'aime les films français, mais ça veut dire aussi je n'aime pas les films qui ne sont pas français. Il y a une espèce de double négation sous-jacente.
qui donc est implicite et qui justifie qu'on parle de négation exceptive. D'ailleurs, ce serait mieux, ça aurait été mieux de parler de négation peut-être exclusive, hein, ça aurait été plus parlant, mais ce n'est pas le terme qui a été retenu. Et puis, ensuite, vous avez la négation lexicale, hein, possible, impossible. Donc, c'est là où il y a parfois des doubles négations qui sont proches de l'affirmation, mais jamais complètement équivalentes. Quand vous dites « ce n'est pas impossible », ça veut dire que c'est possible. Mais c'est une façon de dire que c'est possible un peu indirecte. Je ne sais pas. Si je demande à un météorologue est-ce qu'il pleuvra demain et qu'il me dit c'est possible, ou s'il me dit ça n'est pas impossible, je sens une petite différence quand même hein, entre les deux. On sent qu'en disant c'est possible, la possibilité est plus forte, la probabilité est plus grande, que ce n'est pas impossible. En gros, dire ça n'est pas impossible, c'est dire, bon, a priori c'est impossible, mais il y aura peut-être une possibilité malgré tout. Donc, ça donne des degrés dans le possible ou l'impossible. La double négation, c'est vrai que sur un plan purement logique, c'est l'équivalent d'une affirmation. Ça, c'est une loi logique, une non-P, c'est équivalent à P. Mais dans la langue, la double négation, c'est rare qu'elle soit totalement équivalente à une affirmation. C'est une affirmation, mais avec une nuance spéciale. Alors, dernière petite chose, il y a en français un nœud un peu bizarre. Je ne sais pas si vous avez ça en espagnol. Le nœud explétif. Quand on dit « je crains qu'Alice ne parte », alors là, il n'y a pas du tout de négation, hein, apparemment, hein, parce qu'en vérité, je crains le départ d'Alice, il n'y a pas l'idée qu'elle ne va pas partir, mais il y a quand même l'idée que quand on craint quelque chose, on craint quelque chose qui peut arriver ou ne pas arriver. Hein. C'est là que se justifie un peu la présence de ce nœud. Mais ce nœud, il est totalement facultatif, on peut très bien dire « je crains qu'Alice parte ». Et c'est d'ailleurs la tendance actuelle du français va plutôt à la suppression de ce nœud qui n'est pas très bien compris et qui effectivement est très fragile dans le système. Voilà. Est-ce que vous voyez des différences importantes avec l'espagnol par rapport au fonctionnement de la négation? C'est un peu la même chose? Je crois que c'est assez généralisé dans les langues romanes. En général, je pense que c'est pareil. C'est pareil, il y a la négation exceptive, comme ça, pareil, ne que, par exemple, si vous dites je n'aime que les fils d'Espagnol, non, il n'y a pas ça. Non, Déjà, je peux savoir que la grande différence, c'est le fait qu'en espagnol, on n'a qu'un seul élément normalement pour faire la négation. En français, on utilise le plus. Oui, c'est ça. Pas, personne, Ouais. quoi que ce soit. Ça complique déjà les choses. Ouais. Et après, évidemment, comme en espagnol, on n'a qu'un seul élément, parfois ça peut être difficile de comprendre les combinaisons. Par exemple, c'est pas la même chose de dire il n'y a personne, il n'a fait que ça. Genre pour les élèves qui apprennent, qui commencent à apprendre le français, ils ne comprennent pas pourquoi on n'utiliserait que à la place de pas. Je ne sais pas si je m'explique. Différentes combinaisons, Ouais. ne plus un autre élément. Ah oui, d'accord. Parce qu'évidemment, il n'y a que l'élément issu du nœud dans les langues. Oui. Et, comment on dirait je n'aime que les films d'essai? Ah oui, j'aime seulement les films. Ouais. Par exemple, il n'y a personne il n'y a personne qui est venu, on dirait nadie avec nous.
on n'utilise qu'un seul, on utilise si uno non ha venido nadie, pero puedes decir nadie ha venido. Sí, 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 sí. Lo conjugáis un poco como eso para los estudiantes de la vida. Ouais, Jackson. D'accord. Personne n'est venu, ça on peut le dire. Par rapport à. C'était quoi la phrase de départ? Vous disiez que vous traduisiez en espagnol là? Nadie ha venido. Mais la phrase en français, c'était quoi? Ouais, c'est la même phrase, c'est juste que personne n'est venu. D'après ce que moi j'ai compris quand j'ai tué le point, c'est qu'il faut dire personne n'est venu. Oui. En utilisant le deux. Ah oui, c'est le ne, c'est la présence du ne. Voilà. Oui, oui, oui. En espagnol, si on dit nadie ha venido, qui serait l'équivalent de personne n'est venu, c'est totalement, c'est complètement correct. Oui. Alors que personne est venu, c'est moins formel à tout ce qu'on a dit. Oui, oui, c'est ça. Mais c'est vrai que dans le langage courant, on va dire il n'est pas venu au lieu de il n'est pas venu. Hein. Dans le langage courant, le ne disparaît très souvent. Ça, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Mais ouais, historiquement, la négation, c'est effectivement avec deux éléments, hein, que certains linguistes appellent le forclusif et le discordanciel. Enfin, il y a des noms, il y a des analyses spéciales sur les deux. Là, je vous passe un peu les détails. Mais en effet, il y a une différence en fait entre les langues romanes, mais ça, enfin, il faudrait voir un petit peu comment c'était en latin. Mais je crois que la structure exceptive, il me semble qu'elle existait en latin. Bon, enfin, bon, bref, il faudrait voir. Mais vous voyez, par exemple, ça, typiquement, la négation dans les langues romanes, c'était un sujet de linguiste assez intéressant. Bref, finissons donc ces aperçus un peu généraux sur la phrase avec ce qu'on appelle là les phrases atypiques. Donc, typiquement, c'est vraiment les phrases qui on ne va pas trop analyser parce que justement, elles ne correspondent pas du tout à la structure, groupe sujet, plus groupe verbal, plus groupe circonstanciel. Si vous prenez un exemple comme excellent ce rôti, comment vous faites? Il n'y a pas de verbe, mais c'est sous-entendu, on comprend, ça veut dire ce rôti est excellent. Donc, certains auteurs, enfin là on n'a pas le choix, on ne peut pas parler de sujet, de verbe, etc. Donc on parle de sujet et de prédicat. Donc on va dire, puisque ça c'est équivalent à ce rôti est excellent, on va dire que ce rôti c'est le sujet et excellent c'est le prédicat. Donc ça c'est une phrase simple avec deux constituants, un sujet, un prédicat. Mais on peut avoir des phrases atypiques, non-verbales, hein, c'est ce qu'on appelle les phrases non-verbales. On peut avoir des cas où seul le prédicat est mentionné. Par exemple, si on a sur un magasin fermé le dimanche et les jours fériés, on ne le dit pas, mais ça veut dire que ce magasin est fermé. D'accord? Donc on ne donne que le prédicat dans ce cas-là. Mais on reconstitue, dans la situation d'énonciation, on reconstitue le sujet. Pareil, si je dis à quelqu'un dehors, ça veut dire toi dehors. Donc, on retrouve dans tous les cas une structure avec deux constituants, sujet et prédicat, et parfois le sujet n'est pas explicite. Alors, ouais. C'est bête parce qu'en parlant de phrases atypiques, une phrase s'est venue à l'esprit que l'affaire, oui. ça veut dire tais-toi. Enfin, oui, oui, oui. Enfin, dans ce cas-là, c'est quoi en fait l'affaire? C'est comme dehors. Hein. C'est quoique là, parce qu'on a un impératif ferme, donc la ferme, c'est un peu ferme-la. C'est-à-dire ferme ta bouche. Hein. Donc peut-être que là, ça se rapproche quand même un peu de la structure des phrases non atypiques, puisque on a un verbe. Sauf que c'est quand même une formule figée, la ferme. Oui. Puisqu'on a le là au début. Si je disais ferme ta bouche, ou ferme ta gueule, comme on dit plus vulgairement, là, c'est une phrase avec un verbe, un COD, juste pas de sujet parce que c'est l'impératif,
pas de sujet parce que c'est impératif, mais on se rapprocherait d'une structure plus classique. D'accord, merci. Alors, ensuite, on a deux autres types de phrases atypiques qui sont un peu différentes quand même, enfin même complètement différentes. Il y a la phrase elliptique. Alors, cette fois-ci, c'est pas qu'il y a sujet et prédicat, mais c'est qu'il y a un élément qui n'est pas formulé, mais qui est présent dans le contexte. Si je dis dans le réfrigérateur, comme réponse à la question où est le dessert, bah, c'est simplement que je veux dire le dessert est dans le réfrigérateur. Mais le dessert est, je n'ai pas besoin de le dire, c'est dans la question. Donc voilà, c'est une phrase elliptique, on a effacé des éléments, mais ça n'a rien à voir avec la structure sujet-prédicat des phrases averbales ou non verbales. Et puis parfois, c'est un mot qui fait une phrase. Par exemple, oui, si, bonjour, bonsoir, voilà. Ça, c'est des phrases réduites à un mot. Parce que bon, les interjections, est-ce qu'on le met, par exemple, si j'ai un O ou un A, puis juste une phrase derrière, bon, on peut l'isoler séparément compte tenu du fait que le point d'exclamation, ça marque normalement la fin d'une phrase, mais souvent c'est lié à ce qui suit. Donc là, ça pose toutes sortes de problèmes un peu parasites, mais qui sont vraiment, encore une fois, là, pas du tout les structures ordinaires. Donc ça fait partie du langage courant, de l'usage plus formalisé de la langue, mais disons que ce n'est pas tellement des choses qui se prêtent à l'analyse grammaticale dans l'enseignement du français. Bon, là, c'est un petit exercice sur les types et les formes de phrases. Ce que je vous propose, c'est de prendre 5 minutes pour y réfléchir. Ça nous servira de pause en même temps parce que je ne vais pas vraiment faire de pause. J'ai un conseil du FR à 17h et je dois arrêter le cours un petit peu avant. Disons, on va arrêter à moins le quart parce que j'ai le temps de préparer les choses à l'UFR. Donc, si vous voulez bien réfléchir 5 minutes sur cet exercice. Mais vous allez voir, c'est au fond pas très compliqué. Ces notions de type et de forme, c'est beaucoup moins complexe que les analyses grammaticales du type complément circonstanciel, complément d'objet indirect, des choses comme ça. Là, ça se voit beaucoup, hein, parce qu'il y a des marques de ponctuation. Voilà. Donc je vous laisse quand même 5 minutes y réfléchir. Alors, voyons un peu cet exercice. Donc, voilà, j'ai indiqué ici un corrigé. Donc, juste un petit mot du texte quand même, je ne sais pas si vous l'avez lu, je le situe rapidement, c'est un texte très drôle en réalité quand on lit le livre. Je vous le conseille d'ailleurs, c'est un texte de Balzac, pas forcément très très connu, mais qui est très drôle, très féroce, le cousin Pons. Et en fait, c'est dans le roman, ce cousin Pons, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, mais qui essaie de rendre service à des membres de sa famille qui sont, eux, beaucoup plus des bourgeois. Et en fait, cette famille donc, a une fille, Cécile, qui ne trouve pas de mari. Et le cousin Pons a proposé un Allemand, un certain Brunner, qui serait un prétendant possible pour cette Cécile. Alors la famille organise une espèce de rencontre et c'est ce que raconte cet extrait. La présidente, en fait, c'est la mère de Cécile. Donc, en fait, ils sont en train de... Il faut imaginer la scène, il y a du monde qui discute. Et Balzac écrit, donc la présidente, en femme habile, eut quelque chose de particulier à dire à son cousin, afin de laisser Cécile un instant en tête-à-tête avec son Werther. Donc, Werther, vous connaissez la référence à Souffrance du jeune Werther, le texte de Goethe, qui est donc une façon de nommer cet Allemand. Cécile bavarda considérablement et s'arrangea pour que Frédéric aperçût un dictionnaire allemand, une grammaire allemande, un Goethe qu'elle avait caché. Alors l'allemand est content de voir que cette fille apprend l'allemand. Vous apprenez l'allemand, dit Brunner en rougissant.
Donc, interrogative, hein, bien sûr, type interrogatif. Et là, ironiquement, Balzac écrit « Il n'y a que les Françaises pour inventer ces sortes de trappes ». Alors, trappe, ça veut dire de piège. Ah, c'est tout. Trappe, c'est un piège. Oh, dit-elle, êtes-vous méchant, ce n'est pas bien, monsieur, de fouiller ainsi dans mes cachettes. Alors qu'évidemment, elle a mis ça en évidence pour qu'il le voie. Je veux lire Goethe dans l'original, répondit-elle. Et il y a 2 ans que j'apprends l'allemand. Et là, on voit bien comment Balzac s'amuse avec cette situation. La grammaire est donc bien difficile à comprendre car il n'y a pas 10 feuillettes coupées, répondit naïvement Bonheur. C'est-à-dire que, vous savez, les livres, autrefois, il fallait couper les pages pour les lire. Et là, en fait, elle a mis des livres comme ça, mais qu'elle n'a jamais ouvert, évidemment. Donc, Bonheur voit et dit un peu naïvement, mais voilà, parce qu'il est un peu lourd, lui aussi. Donc, Cécile confuse se retourna pour ne pas laisser voir sa rougeur. Un Allemand ne résiste pas à ces sortes de témoignages. Il prit Cécile par la main, la ramena tout interdite sous son regard. Elle la regarda comme les fiancés se regardent dans les romans d'Auguste Lafontaine de pudique mémoire. C'est très très drôle tout ça. Enfin bon, bref. Alors revenons à la grammaire, là. Oh, dit-elle, alors vous voyez, dit-elle, c'est... Là, on a une incise. Hein. Alors, il n'y a que les Françaises pour inventer ces sortes de trappes. Là, c'est une structure de mise en relief, hein. Donc une structure emphatique avec une extraction. Donc, les Françaises inventent ces sortes de trappes. Êtes-vous méchant? Alors, vous voyez, là, on peut hésiter. Êtes-vous méchant? C'est une structure interrogative du point de vue syntaxique, mais avec un point d'exclamation. Donc, ça mélange, c'est une structure interrogative avec une exclamation, mais qui n'est pas une interrogation en réalité. Ça, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler. Parfois, il y a des procédés qu'on appelle les actes dérivés. L'exemple typique, c'est est-ce que tu peux me passer le sel, hein, c'est une interrogation, mais ça veut dire passe-moi le sel. C'est un impératif. C'est pas une vraie question. C'est pas comme si le sel était un peu loin, qu'il disait est-ce que tu peux me passer le sel? Ah, je vais essayer d'attraper, oui, je vais peut-être y arriver, etc. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas une vraie question. C'est une question qui a une valeur d'ordre. Donc il y a des cas comme ça où là, en l'occurrence, on a une structure interrogative qui a une valeur d'affirmation et d'affirmation. Alors, ce n'est pas bien, monsieur, de fouiller ainsi dans mes cachettes. Je veux lire Goethe dans l'original. Il y a 2 ans que j'apprends l'allemand. Ça aussi, on a une structure d'emphase sur 2 ans. Hein. J'apprends l'allemand depuis 2 ans. Donc, il y a 2 ans que j'apprends l'allemand. C'est une structure emphatique. On a des négations, il n'y a pas 10 feuillets coupées, un Allemand ne résiste pas. Là, une interrogative, qui ne vous aimerait, hein. Donc, où on cumule l'interrogation avec une négation. Là, et vous donc, je l'ai mis en bleu parce que c'est pas très clair à analyser. C'est une phrase quand même totalement atypique ou elliptique. Ça n'aura pas tellement d'intérêt d'essayer de la faire entrer dans la grammaire, scolaire, enfin, dans la grammaire pour l'enseignement. Là, voilà, une structure totalement caractéristique et tout à fait typique de phrases déclaratives exclamatives, hein, donc type déclaratif, forme exclamative. Là aussi, type déclaratif, forme exclamative. Là, on a une interrogation, une structure interrogative. Donc, on n'en a pas parlé, mais il y a des interrogations partielles, totales, comme il y a les négations totales partielles, mais passons.
Voilà, ensuite, rien, vous voyez, franchement, ce sont des choses très évidentes. Si on voulait les commenter, il faudrait entrer plutôt dans des perspectives un peu énonciatives, enfin, des choses qui ne sont pas très utiles au fond, construction de ce métalangage grammatical qui est utile pour l'enseignement. Donc, ce que je retiens, si vous voulez, pour l'analyse sur ce chapitre des formes et types de phrases, c'est quand même les cas standards où on a clairement des phrases qui ont un des trois types, déclaratif, interrogatif, impératif. D'ailleurs, là, ici, sauf erreur, il n'y a pas d'impératif. Hein. Euh, D'ailleurs, je n'ai pas souligné ici toutes les phrases déclaratives, parce que c'est vraiment le type de base. Donc, j'ai mis en rouge uniquement les interrogations. Et puis donc, sur ces structures de base, principalement donc déclaratif, interrogatif, et puis un peu secondairement impératif, on a les formes qui s'ajoutent, les négations, les exclamations, les, les extractions, les détachements, etc. Voilà. Donc, on a vu les deux grands premiers chapitres là, sur fonction des mots et groupes de mots, phrases et propositions. Et là, on entre dans le sujet des natures de mots. Donc, on va voir, mais là, ça va aller plus vite parce que finalement, voilà, de toute façon, c'est toujours comme ça en grammaire. On ne peut pas parler d'une chose sans en même temps introduire une autre. Donc, j'ai déjà introduit un certain nombre de choses sur les natures de mots. Donc, je ne vais pas évidemment tout répéter, mais je vais compléter par rapport à ce qu'on a dit qui était indispensable pour analyser les fonctions. Mais encore une fois, vous voyez que, disons qu'on a une vision d'ensemble de la grammaire avec un ensemble de notions vraiment assez limité. L'important étant de bien, parfaitement, si possible, maîtriser ces notions de base. Alors, sur les noms, qu'est-ce qu'on a à dire? Bon, pas grand-chose au fond pour ce. Bon, il y a la distinction nom propre, nom commun. Ça, on n'insiste pas sur des choses bien connues. Si je précise quand même une chose importante du point de vue linguistique, il y a une différence en dehors de la majuscule, etc., qui sont juste des marques officielles. Il y a une différence très importante entre les noms propres et les noms communs, c'est que les noms communs sont des catégories, sont des dénominations de catégories, alors que les noms propres, eux, ne désignent pas des catégories, mais désignent des singularités. Quand je dis Bordeaux, quand je dis Pierre, Paul, etc., je désigne une personne précise. Même si, je crois que j'avais déjà pris cet exemple, mais même si vous avez plusieurs personnes qui s'appellent Paul, il n'y a pas une catégorie. Les Paul, toutes les personnes qui s'appellent Paul auraient les mêmes caractéristiques. Hein. Vous avez trouvé ça parfois sur des cartes postales, hein, vous savez, les Paul sont joyeux, je ne sais quoi. Bon, donc ça n'existe pas. Je veux dire, il y a un nom propre, il renvoie directement à son référent. Hein. Il renvoie à une singularité. Il n'y a pas une catégorie. Alors que quand vous prenez des noms communs, chaise, table, fenêtre, etc., là, c'est un ensemble de toutes sortes d'objets qui ont des différences plus ou moins grandes. Hein. Vous vous souvenez, on a parlé de catégorisation. Donc des catégories qui peuvent désigner un grand nombre de choses. Hein. Donc c'est ça la différence fondamentale entre nos propres et nos communs. Dans les noms communs, il y a la différence entre les animés et les inanimés. Bon, les animés humains ou non humains, et puis les inanimés. C'est une différence là aussi tout à fait évidente, qui a un rôle pour des choses très marginales en grammaire. Enfin, pas marginales, mais je veux dire pour des cas très particuliers. Par exemple, l'emploi des pronoms relatifs. Hein. L'emploi des pronoms relatifs, il dépend du fait de savoir si vous renvoyez à des animés ou des inanimés. Par exemple, si vous dites la personne à qui
tu penses, ça fonctionne, vous pouvez dire à qui, parce que le qui renvoie à un animé humain. Mais vous ne pouvez pas dire le livre à qui tu penses. Vous êtes obligé de dire le livre auquel tu penses. Donc, il y a une autre série de pronoms relatifs, la série lequel, laquelle, etc., qui n'était pas en latin, qui est une création du français, qui prend le relais dans les cas où il y a une impossibilité d'utiliser le qui. Pour utiliser le qui, il faut soit que vous ayez un animé humain, enfin un animé humain, non humain. Alors là, il y a des frontières, parfois c'est parfois un peu délicat. Mais bon, mettons un animé humain, ou alors qu'il soit de fonction sujet. Ça marche le qui si c'est un non humain, mais qui est sujet. Le livre qui est sur la table, ça marche. Par contre, le livre à qui je pense, non. Oui, c'est curieux, mais... Alors, c'est dans un cas comme ça qu'on va avoir une différence pertinente en grammaire entre animé et non animé. Mais ça reste, vous voyez, des cas... ça ne concerne pas des zones entières du système grammatical. Alors, ensuite, il y a d'autres distinctions intéressantes entre concret, abstrait, non comptable, non massif, mais j'y reviendrai plus tard, surtout sur les massifs. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a dans le groupe nominal, à part le nom? On a les déterminants. Alors, le déterminant, d'abord, la liste. Qu'est-ce qu'on a comme sorte de déterminant? Alors, on a d'abord l'article ou les articles qui sont l'article défini, l'article indéfini et l'article partitif. Mais d'abord, l'article défini, l'article indéfini. Bon, pas de difficulté particulière, à part on a parfois une transformation de D en de l'article indéfini pluriel D. Elle mange des fruits délicieux, va se transformer en de, elle mange de délicieux fruits, lorsque l'adjectif est placé avant le nom. Mais là aussi, il y a une tendance du français contemporain, une tendance du français contemporain va neutraliser cette distinction et on dirait plus facilement aujourd'hui elle mange des délicieux fruits ou des fruits délicieux. C'est quand même une distinction qui correspond à un état de langue, enfin je veux dire à un niveau de langue de français assez relevé. Et puis, il y a le cas la plus grand dans la négation. Elle mange des fruits, donc article indéfini pluriel, mais lorsqu'on fait la négation, elle ne mange pas de fruits. On ne va pas dire elle ne mange pas des fruits. Vous voyez, ça, c'est encore une subtilité, une subtilité du français. On pourrait avoir elle ne mange pas des fruits, mais il y aurait un sens un peu différent. Elle ne mange pas des fruits, c'est-à-dire elle ne mange pas de fruits, c'est d'une manière générale, théoriquement. Par contre, on vous donne, si on vous donne des choses à manger et dedans il y a des fruits, on dira elle ne mange pas des fruits, c'est-à-dire ces fruits-là, elle n'en mange pas. Donc il y aurait une petite nuance éventuellement, mais c'est pas très naturel de dire elle ne mange pas des fruits, je dirais pas trop en français, je pense. Alors là, le point intéressant, c'est d'introduire la notion d'extension et la notion d'extensité. C'est très simple, mais ce sont deux concepts pour que les professeurs peuvent bien connaître pour voir le fonctionnement dans le groupe nominal des déterminants et des extensions. D'abord, il y a la notion d'extension. L'extension, c'est l'ensemble des choses que le nom peut désigner. L'extension de chaise, c'est l'ensemble de tout ce que je peux appeler chaise. Donc, les noms peuvent être comparés en fonction d'une extension qui est plus ou moins grande. Même si le nombre de choses que je peux nommer voiture est infini, c'est un infini plus petit que l'infini des choses que je peux nommer véhicule. Puisque
dans la catégorie véhicule, il y a des bus, des camions, tout ça qui ne sont pas dans les voitures. Donc, j'ai une sous-catégorie avec voiture. Et en termes d'extension, je vais dire que il y a une extension plus restreinte que véhicule. Un SUV, qui est un type de voiture, a une extension encore plus restreinte. D'accord ? Donc, quand je passe de véhicule à voiture à SUV, je passe d'une extension la plus grande à la plus petite. Par un moyen lexical, j'ai changé le mot pour obtenir une caractérisation plus précise. On peut aller très très loin, hein, c'est-à-dire les mots d'extension les plus généraux, ça va être par exemple entité, chose, vous voyez, ça a une extension très très vaste. Et puis là, si je veux aller vers le petit, ben, je vais pouvoir encore restreindre, mais cette fois-ci pas avec un moyen lexical. Quand vous dites une voiture rouge, vous faites exactement la même chose en fait. Vous avez l'ensemble des voitures, et puis un sous-ensemble de l'ensemble des voitures rouges. Donc vous avez réduit l'extension là aussi. Sauf que vous l'avez réduite cette fois-ci avec un moyen grammatical, avec un adjectif. Donc en réalité, les extensions du nom, adjectif, complément du nom, relative, elles servent à réduire l'extension. Alors attention, hein, il y a expansion du nom qui sert à réduire l'extension nominale. Et en fait, si vous voulez, c'est vraiment un moyen qui existe par des langues. Parce que si on devait s'en sortir avec que des mots lexicaux, vous voyez, il faudrait un nom spécial pour parler des voitures rouges, un autre nom spécial pour parler des voitures bleues, des voitures vertes. On ne s'en sort pas. Donc on a besoin de moyens grammaticaux pour ajuster l'extension des noms. Bien. À côté de l'extension, il y a l'extensité. Cette fois-ci, c'est quelque chose de plus quantitatif. C'est l'ensemble des êtres ou objets auxquels le nom est appliqué. Donc, si je dis 3 voitures, c'est une extension de 3, contrairement à celle de une voiture, où c'est une extension de 1. Et l'extensité, pardon, j'ai dit l'extension. L'extensité des 3 voitures, elle est plus grande que l'extensité d'une voiture. L'extensité de 2 hommes, quand 2 hommes sont entrés, est plus petite que celle de l'homme dans l'homme est mortel, parce que l'extension de l'homme dans l'homme est mortel, elle est infinie. Hein, c'est l'ensemble de tous les hommes. Donc, vous voyez que il y a une notion, la notion d'extensité, qui renvoie plutôt à la quantité de ce qui est désigné, parce qu'on passe, on n'est plus dans l'applicabilité. Vous voyez, la notion d'extension, ça renvoie à ce à quoi je peux appliquer le mot. Mais l'extensité, c'est, dans une phrase, effectivement, ce à quoi j'applique réellement le nom. Hein, l'ensemble des êtres objets auxquels le nom est appliqué. L'extension des noms, elle vaut pour les mots, même dans le dictionnaire, même avant même de les employer. Mais l'extensité, ça ne fonctionne que dans une phrase employée à un moment donné. Donc, l'extension, c'est une notion qui est au niveau de la langue, alors que l'extensité, elle est au niveau du discours. Il y a ce qu'on appelle une actualisation. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la langue faite, mais on est dans la langue utilisée par quelqu'un à un moment donné, et qui du coup, quand vous parlez d'une chose précise, ben, en fait, si vous y réfléchissez bien, vous ne pouvez pas parler d'une chose sans en même temps dire combien il y en a. C'est un peu ça. Donc, il y a une répartition, grossièrement, dans laquelle les expansions nominales servent à réguler l'extension, tandis que les déterminants servent à réguler l'extensité. Avec le cas particulier, on le verra, des déterminants possessifs et démonstratifs, qui, eux, régulent les deux en même temps. En fait, on verra que dans les déterminants possessifs et dans les déterminants démonstratifs, il y a 2 choses. Hein, en fait. Facile à comprendre. Mon chapeau, c'est le chapeau de moi. Donc, il y a le et il y a le de moi. Donc, on va voir qu'il y a une double régulation. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre dans la structure du groupe nominal. J'ai déterminant plus non plus extension, plus expansion, déterminant plus non plus expansion. Eh bien, les déterminants régulent l'extensité et l'actualisation du nom, tandis que les expansions régulent l'extension. Alors, quand je regarde un petit peu, là c'est un schéma
classique qui vient de la linguistique de Gustave Dillot, dont je reparlerai peut-être un peu. C'est pour montrer un petit peu plus en détail comment fonctionne un article, l'article français, hein, les articles définis et indéfinis, un et le. Vous voyez que le mot un peut désigner une généralité. Un enfant doit se coucher de bonne heure, c'est un enfant général, comme l'article le. L'enfant aime la liberté, c'est l'enfant en général. Et de même, le un peut désigner un enfant précis, hein, enfin un enfant spécifique. Un enfant entra dans la salle, s'assit sur une chaise, d'accord. Alors que le et le aussi peut désigner non plus une généralité, comme dans l'enfant aime la liberté, mais un enfant précis. L'enfant demande à l'enfant de venir, ou alors dans un texte, vous parlez de un enfant, et ensuite vous dites l'enfant. Hein, vous renvoyez à cet enfant dont vous avez parlé auparavant. Bien. Alors, c'est curieux pourquoi on a besoin de deux articles qui ont l'air de dire exactement la même chose. Les deux peuvent parler d'une chose spécifique ou d'une chose générale. Même dans une phrase, il peut y avoir des phrases ambiguës. Vous voyez, si vous dites le chien aboie, soit vous interprétez que c'est le chien, votre chien, ah tiens, le chien aboie, c'est, je sais pas, mon chien. Mais je peux dire, de là, j'ai un emploi spécifique de l'article défini. Mais je peux dire, pour apprendre à un enfant que le chien aboie, le chat miaule, je peux dire le chien aboie, le chat miaule, c'est en général, soit si c'est un le, c'est un défini générique. Voilà. Donc c'est quand même étrange quand on regarde, parce que le même mot peut désigner soit un truc très général, soit un truc très particulier. Non seulement donc, le même mot sert à dire ces deux choses totalement opposées, mais en plus il y en a deux. Il y a l'article indéfini et l'article défini qui tous deux. Alors on aurait pu se dire, il y aurait au moins l'article défini, mettons, qui parle des choses très précises, puis l'article indéfini qui dit les généralités. Ben, c'est pas comme ça que c'est développé la langue. Alors, ça veut dire que, en fait, le genre de spécificité ou le genre de généricité qui est produit par l'article défini ou l'article indéfini ne doit pas être le même. Le générique obtenu avec le n'est pas de même nature sémantique. Je veux dire, il y a une nuance fine de sens entre le générique et le 1 générique, et il y a une nuance de sens entre le 1 générique et le générique, entre le 1 spécifique et le spécifique. Bon, pour le spécifique, c'est facile, hein, parce que le 1 spécifique, il sert à introduire un référent nouveau. Je sais pas, on va dire, c'est l'histoire d'un enfant qui est né dans tel endroit du monde, etc. Bon, je parle bien d'un enfant précis, je ne parle pas d'un enfant général, mais je l'introduis dans le discours, j'en ai pas parlé précédemment, et en tout cas, je ne le connais pas, je l'introduis comme un référent. Alors qu'avec là aussi, je vais désigner quelque chose de précis, mais je vais parler après de cet enfant que j'ai introduit avant avec l'article. Donc ça justifie dans le schéma ici que le 1 soit avant, là, et que le soit après, dans l'ordre, hein, dans une espèce d'ordre qui est une espèce d'ordre logique, cognitif, etc. Il y a aussi cette idée que le sert à renvoyer quelque chose de connu, en fait. Hein. Quand je dis le, en général, ça veut dire le X, ça veut dire chercher un X connu pour une raison quelconque dans le contexte. Même quand vous dites je rentre à la maison, la maison, c'est la vôtre, c'est compréhensible uniquement par les gens qui à la limite vous connaissent pour savoir où elle est, cette maison, etc. Donc ça, c'est pour la différence entre les deux spécifiques. Maintenant, la différence entre les deux génériques. Quelle est la différence entre un enfant doit se coucher de bonne heure et l'enfant aime la liberté? Vous voyez comme on le devine dans ce schéma, mais que le 1 générique ici, il est orienté vers le particulier. Alors j'explique un tout petit peu ce schéma. C'est un schéma guillaumien, et Guillaume, lui, il pense qu'on peut analyser beaucoup de phénomènes linguistiques à l'aise de ce schéma, qui est ce qu'il appelle une sorte d'opérateur de structure.
où on a une opposition entre ce qu'il appelle U ici l'universel ou la généralité et P le particulier. Donc, cette opposition entre le général et le particulier, ou l'universel et le particulier, c'est pour Guillaume quelque chose de totalement structurant qu'on retrouve partout dans... C'est le fonctionnement de notre cerveau qui est comme ça, d'après lui. Hein. On passe notre temps à osciller du général au particulier ou du particulier au général. Donc le schéma, il indique un mouvement, là, un mouvement de pensée, hein, de l'universel vers le particulier ou du particulier vers l'universel. D'accord ? Et c'est un processus. Hein. Donc, pour Guillaume, le sens de l'article 1, le sens de base de l'article 1, c'est un mouvement de particularisation. Et le sens de base de l'article le, c'est un mouvement de généralisation. D'accord ? Le 1, il part du général pour aller vers le particulier, et le, il part du particulier pour aller vers le général. Donc le 1 est un mouvement de particularisation, et le est un mouvement de généralisation. Et en fait, ces mouvements, on peut les interrompre tôt ou tard. Si vous interrompez le mouvement de particularisation de l'article indéfini dès le début, vous êtes encore proche de l'universel, d'où le 1 générique. Si vous l'interrompez plus tardivement, vous serez plus proche du particulier, vous aurez un 1 spécifique. Si vous interrompez la tension généralisante de l'article le précocement, vous restez proche du particulier. Si vous l'interrompez tardivement, vous êtes proche de l'universel, donc vous êtes dans le générique. Or, ce que vous remarquez ici, c'est que le 1 générique, il est orienté vers le particulier, alors que le générique, il est orienté vers la généralité maximale. Et en fait, quand vous regardez d'un peu plus près les exemples, imaginez un contexte où vous allez dire ça, on doit se coucher de bonne heure. Ça va être quoi le contexte ? Ça va être par exemple, vous êtes en train de vous occuper d'un enfant, et puis il est tard, et il ne veut pas aller se coucher, comme souvent, et vous lui dites, écoute, il faut aller te coucher, un enfant doit aller se coucher de bonne heure. Ça veut dire que vous dites une généralité, mais qui s'adresse à un cas particulier. Jamais dans cette situation, vous pourrez dire, il faut aller te coucher, l'enfant doit aller se coucher de bonne heure. Ce serait complètement bizarre de dire ça. Donc il y a une généralité orientée vers le particulier avec 1, alors que le c'est vraiment le générique maximal qui est orienté vraiment vers l'universel. L'enfant aime la liberté, l'homme est mortel, il n'y a aucune restriction, et c'est vraiment du générique maximal. Il y a un cas intermédiaire, c'est le générique avec les. Mais bon, le générique avec les, il est un peu moins générique qu'avec le, dans la mesure où on peut faire des extractions. Par exemple, on peut dire j'aime les romans, mais pas celui-ci. Alors que vous ne pouvez pas dire l'enfant aime la liberté, mais pas celui-ci. Il faudra donner des choses, l'enfant aime en général. La liberté, il faudra restreindre pour pouvoir extraire ensuite. Donc voilà, donc ça, vous voyez, c'est une espèce de cadre théorique qui rend compte. C'est un bon exemple pour vous montrer ce qu'on peut faire en théorie linguistique. Hein. On observe des choses bizarres dans le fonctionnement des articles. Enfin, bizarres. Oui, si vous voulez, dans l'usage courant des francophones natifs, et puis de toute façon en espagnol, je ne sais pas si c'est tellement différent, mais je ne crois pas, je ne me suis pas penché sur les hispanistes qui ont travaillé sur ce modèle théorique, mais est-ce qu'à votre avis, le même schéma fonctionnerait pour l'espagnol ? On a pareil, un général, si simplement vous deviez traduire ça en espagnol, ça marche pas bien ? Ça ne marche pas bien ? Le 1 générique, est-ce que ça se dit ? Oui. Oui. Mais après, plutôt pour les articles le, par exemple, en espagnol, je pense que c'est plutôt en pluriel. Oui, c'est plutôt en pluriel, dos niños. Ici, par exemple, on dirait les enfants et pas les enfants. Ah oui, donc il n'y a pas tellement de le générique. L'homme est mortel, par exemple, on va dire les hommes sont mortels plutôt. Si, mais je crois que c'est plus commun. Non, dans ce cas-là, on ne met pas d'article du tout. Hein. Comment vous diriez l'homme est mortel alors ?
en espagnol. Moi, je dirais hello. Ouais, donc avec un article défini générique quand même. Ouais, d'accord. Vraiment, pour les expressions en général, oui, si c'est une expression qui est vraiment, voilà, comme les proverbes et tout ça. Ah oui, d'accord. En général, comme ça, on utilise plutôt le réel. Oui, oui, c'est vrai que. Oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ce le générique, il a peut-être des cas d'emploi un peu limités. Peut-être dans les textes de loi aussi, on trouverait. Il faudrait vérifier. Mais... Bon, donc, vous voyez, c'est évidemment quelque chose qui, si on ne parle que du français, les francophones natifs utilisent spontanément les articles 1 et le sans se tromper, sans jamais avoir appris cette théorie, évidemment, pas besoin. Hein. Mais quand on a remarqué que le même mot le même mot un peut désigner aussi bien des choses générales que des choses particulières, ben, le travail du linguiste, là on est au-delà de l'enseignement du français, hein, là c'est juste pour vous montrer un peu la perspective, ce que c'est que la linguistique théorique. Le travail du linguiste, et en particulier du linguiste plutôt théoricien, c'est d'essayer de trouver une explication, de trouver un modèle qui permet de rendre compte du fait qu'on a ces doubles, enfin, ces différentes possibilités. Quoi. Alors, chez Guillaume, il a beaucoup réfléchi sur les articles, et même son premier livre s'est porté là-dessus, parce que, évidemment, vous savez tous que le français comme l'espagnol, c'est une langue romane, donc ça vient du latin. Hein. Et en latin, il n'y a pas d'article. Donc la question, c'est pourquoi, diable, les langues ont voulu inventer des articles alors qu'il n'y en avait pas dans la langue de base. Hein. Donc il y a toute une théorie, Guillaume aussi, pour expliquer que il y a une distinction qui est devenue importante dans les langues romanes, de distinguer la généralité du cas particulier. Le nom qu'il appelle en puissance, le nom en effet. Mais bon, ce serait trop long d'entrer là-dedans, c'était simplement pour vous donner un aperçu d'un cadre théorique et vous montrer un petit peu la sémantique là, des articles. Alors, ensuite, je vais dire juste un mot des formes contractées de l'article défini. Hein, donc ça, vous connaissez, hein, A plus le, ça donne O, A plus les, ça donne O à X, 2 plus le, ça donne du, 2 plus les, ça donne 2. Alors, ces contractions-là, on dit, d'ailleurs, du point de vue de la terminologie, on dit article défini contracté, mais comme vous voyez, c'est la fusion d'une préposition et d'un article. Donc, c'est pas plus un article défini contracté qu'une préposition contractée, en fait. C'est vraiment les deux. Hein. Alors, la difficulté avec du et des, c'est que du coup, le même mot, du et des, peut avoir des valeurs totalement différentes. On a vu tout à l'heure que l'article indéfini pluriel, dans l'article indéfini, il y a le pluriel des. Elle achète des fruits. Mais le D peut aussi être la forme contractée de l'article défini pluriel. Donc là, il faut faire un peu attention, c'est-à-dire vraiment les formes homonymes qui sont en réalité complètement différentes. Bien, alors sur le partitif, comme c'est un peu plus long à expliquer, je le réserve pour la semaine prochaine. Si vous n'avez pas de questions, non, ça va ? On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, merci de votre attention et à la semaine prochaine.